tous et bienvenue au Forum Radio J. Donc vous êtes l'invité Sibeth Ndiaye. Bonjour. Transport public, hôpital, étudiants. Un an après le début de la crise des Gilets jaunes, comment le président et le gouvernement entendent répondre à la colère sociale, à la colère ambiante? Et puis, faut-il craindre une coalition des mécontentements sectoriels, une convergence des luttes d'ici à la grève du 5 décembre? Et puis enfin, à 4 mois des municipales, comment pour Emmanuel Macron et la majorité renouer avec la martingale gagnante de 2017? Mais pour commencer, Sibeth Ndiaye, comment vous réagissez aux manifestations et aux violences qui ont marqué hier le premier anniversaire de la crise des Gilets jaunes? Je les regrette évidemment très profondément parce que il n'y a aucune revendication qui justifie qu'on use de violence, qu'on détruise du mobilier urbain, que on commette en quelque sorte des actes d'une violence qui est tout à fait inacceptable. Vous regrettez ces violences? Est-ce que vous considérez que c'est ce qui marquera ce premier anniversaire ou il y a autre chose? Écoutez, on peut pas résumer en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes exclusivement à ces violences. Il a été porteur à la fois de ce qui est le mal-être français, qui n'est pas un mal-être qui date d'aujourd'hui, mais de très longue date malheureusement. Il a été porteur de revendications. Je crois que le gouvernement, à travers les mesures qui ont été prises dès le mois de décembre dernier, a apporté des réponses, notamment en matière de pouvoir d'achat, qui étaient des réponses extrêmement massives. Malheureusement, le mouvement des Gilets jaunes est depuis un certain nombre de mois gangréné par des ultras, des gens qui considèrent que la violence politique est légitime et en aucun cas nous ne pouvons l'accepter. Gangréné par des ultras, donc c'est ce qui s'est passé hier à Paris, notamment. Je crois malheureusement que c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu à la fois des gens au cours de ce mouvement qui se sont radicalisés, évidemment je le regrette. On a eu aussi des gens qui, je crois malheureusement, en quelque sorte fait de l'entrisme, notamment à l'ultra-gauche, qui conduisent aujourd'hui à ce qu'il y ait ces violences qui sont des violences organisées, voulues à l'intérieur de manifestations. Quand vous dites de l'entrisme venant de l'ultra-gauche, vous parlez de l'extrême-gauche, du NPA par exemple, ou vous parlez aussi de la France Insoumise? Alors moi je ne crois pas que ce soit forcément des groupes qui sont organisés politiquement, mais on sait qu'il existe des courants de pensée, des franges très très à gauche qui considèrent que la violence est légitime. Évidemment, je ne peux que le regretter. Le Black Bloc, quand il se forme, est fait d'individus qui n'appartiennent pas forcément, voire même pas du tout, à des partis politiques constitués, parce que je ne peux pas imaginer, évidemment, que le moindre parti politique, fût-il à l'extrême gauche, puisse cautionner des violences sous toutes leurs formes. Alors vous, je suppose que quand vous parlez aussi du fait que ce mouvement des Gilets jaunes soit gangréné par des forces violentes, vous pensez aussi aux leaders des Gilets jaunes? Alors, je veux pas jeter l'anathème sur un tel ou un tel. Moi, vous savez, j'aime pas être dans l'affrontement systématique. Ce que je constate malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que la violence politique est légitime, et moi, je ne considère pas qu'elle puisse être légitimée d'une manière ou d'une autre. Nous vivons dans une démocratie, et en France, tout le monde peut exprimer son opinion, quelle que soit cette opinion, du moment qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi. Et depuis un an, ceux qui le souhaitent dans la crise des Gilets jaunes ont pu s'exprimer comme ils le souhaitaient. Et pourtant, hier, vous avez vu ce qui s'est passé, des accusations d'Alexis Corbière, donc qui a accusé les CRS d'avoir bousculé hier place de la Bastille et utilisé du gaz lacrymogène, précisant sur Twitter, et je cite ce tweet d'Alexis Corbière, ce n'est pas du maintien de l'ordre, mais de la fabrique du désordre. Des accusations qui ont conduit Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France, le chef de la France Insoumise, a posté ce tweet, je le cite: le député Alexis Corbière, gazé et frappé de sang-froid, après qu'il ait décliné son identité en sortant d'une manifestation déclarée. Ce n'est plus de la police républicaine, juste une milice gouvernementale. C'est cette milice qui provoque le désordre. Ce sont des accusations graves. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon ? Ce sont des accusations extrêmement graves, et j'appelle chacun à savoir garder ses nerfs, en particulier quand on est un responsable politique de haut vol que je respecte, comme Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas dire en France qu'il existe une milice gouvernementale, et que cette milice gouvernementale, malheureusement, évidemment, je le regrette, on ne peut pas dire en France qu'il existe une milice gouvernementale. Vous savez, ça renvoie soit à des faits historiques extrêmement graves, soit à des démocraties qui ne sont pas des démocraties. Et je veux dire, en France, personne ne tire la balle réelle sur une foule.
Pardon. Vous pensez quoi à des pays d'Amérique du Sud ? Je pense à des pays d'Amérique du Sud, je pense y compris à des pays du Moyen-Orient dans lesquels on voit bien que quand il y a des manifestations démocratiques, politiques, on tire à balles réelles sur les populations. Pardon, mais en France, ça se passe pas du tout comme ça. En France, vous avez le droit de manifester. Quand vous manifestez, vous avez le droit d'être encadré par des services de sécurité. Donc on n'est pas dans la même situation. Donc moi, j'appelle vraiment chacun et chacune à mesurer ses paroles, parce que quand on est un responsable politique, notre parole, elle a du poids et elle a valeur d'exemple. Et elle est entendue par nos concitoyens. Et donc, je crois vraiment qu'il faut que chacun prenne ses précautions quand on parle. J'ai eu l'occasion, moi je ne saurais pas qualifier les faits, mais j'ai eu l'occasion de regarder en l'occurrence la vidéo qui concerne Alexis Corbière. Je crois vraiment qu'il n'y a aucun élu de la République qui est au-dessus des lois de la République. Voilà. Et donc, quand quand vous dites ça, ça veut dire que vous considérez qu'il a provoqué la police ? Je sais pas, parce qu'on a un très court extrait, donc c'est difficile de le replacer dans le contexte. Moi, quand on me dit que je peux pas partir d'un endroit pour aller à un autre endroit au milieu d'une manifestation qui, de toute évidence, est dans un climat de violence important, j'ai plutôt tendance à considérer que les forces de l'ordre sont là pour me protéger plutôt qu'à m'opposer systématiquement à elles. Après, je n'étais pas sur place, je n'ai vu qu'un extrait extrêmement court. D'ailleurs, j'ai pas vu le gazage. Qui est sur le compte Twitter de Monsieur Corbière. S'il a déposé plainte... Et vous dites, je n'ai plainte, pas vu de gazage, hein ? Moi, j'ai pas vu de gazage, mais après, je suis pas une experte. Et donc, s'il a apporté plainte, qu'il le fasse, et la justice suivra évidemment son cours. Mais je dis vraiment, faisons attention aux mots que l'on emploie, parce que notre parole, quand on est un politique et quand on représente nos concitoyens, elle a un poids qui est fort. Quand vous parlez de pays où on tire à balles réelles sur les foules, ça veut dire que vous renvoyez quelque part Jean-Luc Mélenchon à ce qui se passe, par exemple, au Venezuela ? Je le renvoie pas. Moi, je vous le dis, ma manière de faire de la politique, c'est pas de jeter l'anathème sur les uns et sur les autres. Je dis simplement que quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, parce qu'on peut établir des parallèles avec des situations qui n'ont rien à voir avec la situation de la démocratie française, qui se porte bien. Alors, au-delà de ces manifestations, d'ailleurs, on a oublié de parler d'un point, d'un incident qui s'est passé hier place d'Italie, la vandalisation, la profanation de ce monument aux morts dédié au maréchal Juin et aux combattants qui se sont battus contre le nazisme, contre les nazis, dans le cadre de la campagne d'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai appris avec une profonde émotion. C'est évidemment tout à fait inacceptable. Je ne sais pas si les manifestants qui ont fait ça ont tout à fait réalisé ce qu'ils faisaient, ou s'ils étaient pris en quelque sorte dans l'euphorie d'un moment violent, si j'ose dire. C'est évidemment condamnable et inacceptable. Alors, au-delà de ces manifestations, vous avez commencé à en parler au début de cette émission. Eh bien, quel bilan vous faites de cette année de crise des Gilets jaunes ? En clair, est-ce que vous comprenez la colère ambiante qui dure depuis un an ? Au moins. Mais dès le début de cette expression de colère, on a toujours considéré du côté de la majorité et du gouvernement, d'abord qu'elle avait des racines extrêmement profondes, qui ne s'expliquaient pas dans la politique en tant que telle menée par ce quinquennat, mais dans le sentiment d'abandon d'une partie des Français, le sentiment qu'ils avaient au fond qu'ils étaient des petits, très éloignés de la décision des grands, des gros, qu'ils étaient en quelque sorte à la périphérie de la marche de notre pays. Et donc, cette colère, évidemment qu'on la comprend, on y a apporté des réponses qui sont à la fois des réponses qui ont été des réponses d'urgence. On a débloqué énormément d'argent pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Vous entendez ce qu'on vous dit ? On nous a rien donné, on n'a pas répondu à nos revendications et on continuera jusqu'au bout. Je ne crois pas que ce soit une opinion qui soit partagée par tous les Français. En tout cas, on l'entendait parmi les manifestants. Y compris, alors évidemment, ceux qui manifestent encore aujourd'hui, s'ils manifestent, c'est qu'ils sont toujours insatisfaits. Ou parmi les politiques qui soutiennent notamment la France Insoumise, mais ou le Rassemblement National. On ne peut pas dire, quand le pouvoir d'achat des Français augmente de plus de 800 € dans l'année, on peut pas balayer ça, en moyenne, évidemment, chaque situation individuelle est différente, mais on peut pas balayer ça d'un trait de plume, d'autant plus quand il s'agit de données qui ne sont pas données par le gouvernement, mais par des organismes indépendants. Je pense en particulier à l'Office français des conjonctures économiques, qui n'est pas connu pour son adhésion pleine et entière à la politique du gouvernement. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui ont été réalisés. On a mis en place des mesures d'urgence qui étaient adossées effectivement au travail. Donc, on a enlevé les impôts et les charges sur les heures supplémentaires, par exemple, pour que le travail paye mieux dans notre pays. Je comprends aussi qu'on a eu des mesures qui sont des mesures, si j'ose dire,
j'aime pas tellement le terme parce qu'il est complexe, plus structurels. Forcément, qui mettent plus de temps à se mettre en place, qui mettent du temps sur le moyen, sur le long terme, pour se traduire effectivement. On a aussi ce même sujet sur la question de l'hôpital. On va en parler. Le besoin immédiat que ça change, je pense qu'on y a répondu pour partie. Le besoin que ça change dans le long terme. J'écoutais Jacqueline Moureau, dont la vidéo qui a été vue à plus de 6 millions d'exemplaires, qui a été un catalyseur, qui a été un catalyseur de ce mouvement. Et ce que je retiens de ce qu'elle nous a dit, j'étais pas d'accord avec vous, mais je retiens au fond que simplement plus de pouvoir d'achat n'est pas l'intégralité de la solution et qu'il y a besoin de changer le système. Et c'est aussi ce à quoi on s'attelle aujourd'hui. Et alors pourtant, vous voyez les sondages, une majorité de Français soutient toujours le mouvement des Gilets jaunes et les Gilets jaunes. Mais quelque part, c'est au fond assez normal parce que les causes profondes du mal français, elles sont pas résolues. Le sentiment que nos enfants demain vont vivre moins bien que nous, le sentiment qu'on n'a pas de perspective, que l'ascenseur social est complètement déglingué, ce sentiment-là, il perdure et c'est pas parce qu'on aura apporté du pouvoir d'achat supplémentaire qui met quand même du beurre dans les épinards et du baume au cœur, ça va pas tout résoudre. Évidemment, on en est conscient. Et c'est ce qui explique la détermination du gouvernement à mener des transformations profondes. Je vais vous prendre un seul exemple. Ouais. La femme qui, à la tête d'une famille monoparentale, était sur les ronds-points avec un boulot à temps partiel et qui disait « je m'en sors pas à la fin du mois ». C'est pour cette femme-là que nous faisons la réforme des retraites, parce que c'est cette femme-là dont la carrière hachée, heurtée, conduit 43 ans plus tard, à ce qu'elle soit obligée de travailler jusqu'à 67 ans. Donc on voit bien qu'il y a des revendications aujourd'hui qui ont été légitimes et qui ne trouveront de réponse que si on est capable d'apporter des transformations profondes. Alors on va parler de la réforme des retraites, en tout cas des polémiques autour de ce projet de réforme que l'on ne connaît pas d'ailleurs totalement. Et donc au-delà des manifestations, avec la semaine prochaine, je me suis trompé, la semaine prochaine, l'annonce du plan hôpital par le Premier ministre et la ministre de la Santé. Que faut-il en attendre ? Eh bien, il faut d'abord se remémorer la raison pour laquelle on est dans cette situation. Si l'hôpital est dans une situation si difficile, c'est parce que le système de santé en France a été géré, j'allais dire, avec une vision trop budgétaire pendant des dizaines d'années. On a pensé que pour faire face à une bonne question qui était comment on régule nos dépenses de santé, il fallait apporter cette mauvaise réponse qui était on diminue le nombre de médecins, on diminue l'accès à l'offre de santé. Alors ça a été réglé, a priori. Alors ça, d'abord il fallait en prendre conscience. Terme, c'est pour dans 10 ans. C'est du long terme. Néanmoins, l'accumulation des contraintes budgétaires sur l'hôpital a conduit à ce que les gens soient dans une situation impossible pour bon nombre d'entre eux, parce que la manière d'exercer le métier est devenue insupportable. Contraintes budgétaires et quelque part aussi les 35 heures. Pour le personnel hospitalier. Bien sûr, l'application des 35 heures pour l'hôpital a beaucoup désorganisé le temps de travail et la manière dont le travail était organisé dans l'hôpital, et ça a conduit à un certain nombre de difficultés dont on voit aujourd'hui bien les répercussions. Mais ceci, c'est le passé. On ne va pas pendant des années et des années se dire qu'on a mal fait avant. Il faut se poser la question de comment on fait bien maintenant. L'avenir ou l'avenir très proche. L'avenir très proche, c'est d'abord ce qu'on a fait sur les services d'urgence. On a débloqué plus de 800 millions d'euros, du coup, dans l'urgence, pour faire face à un certain nombre de besoins immédiats des services d'urgence. Le plan de la semaine prochaine, ça va être un gros plan, un plan massif ou pas ? Je crois que, pour reprendre les termes du président de la République, oui, ça va être un plan massif, important. Vous vous douterez bien aujourd'hui que je peux pas vous dire combien et pourquoi exactement. Et vous le savez ou pas ? Il y a des arbitrages qui sont encore en cours pour utiliser des formules consacrées. Plan massif annoncé par le président de la République. Qu'est-ce que le président entend par plan massif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y aura une revalorisation des salaires, notamment des aides-soignants et soignantes et des infirmiers, ou ça va aller au-delà ? Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Qu'est-ce que vous entendez par plan massif ? Eh bien, à ce stade, je ne peux pas vous donner le contenu de ce plan puisqu'il sera présenté. Il y aura beaucoup d'argent sur la table ? Évidemment qu'il y a une question budgétaire qui se pose, financière, donc il y aura effectivement de l'argent qui sera mis sur la table, mais au-delà de ça, c'est aussi la manière dont fonctionne le système qui va pas, et il y a des choses qu'on peut changer rapidement, qui sont pas des transformations de très long terme, et c'est aussi l'organiser. Je peux pas le dire puisque les arbitrages sont encore en cours malheureusement ou heureusement, mais la ministre de la Santé et le Premier ministre auront l'occasion de tout dire mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Alors une dernière question sur l'hôpital, 800 millions donc dédiés aux urgences cet été. Le plan massif annoncé par le président, ce sera
moins ou plus que 800 millions? On peut tourner en rond très longtemps autour de est-ce que je vais vous livrer un montant. Il y a une ministre de la Santé qui aura l'occasion de le faire la semaine prochaine. C'est une ministre de la Santé dont je perçois bien qu'elle est victime d'un certain nombre d'attaques. Et je veux de manière générale de gens qui considèrent que le travail n'est pas assez bien fait. Moi, je le dis bien au contraire. Agnès Buzyn, c'est une femme à la fois évidemment de qualité, mais c'est surtout et avant tout un médecin qui a porté la blouse blanche, qui connaît les difficultés de l'hôpital, qui a dirigé des services hospitaliers et qui sait parfaitement quelles sont les difficultés au quotidien que connaissent les personnels soignants. Et je vous prie de me croire qu'elle fera tout pour leur apporter des réponses. Pour apporter des réponses et pour apporter des bonnes nouvelles aux personnels hospitaliers? Et j'espère pour apporter de bonnes nouvelles sur la manière dont on traite l'hôpital au personnel hospitalier. Alors, il y a une autre crise dans ce contexte des 1 an des Gilets jaunes, de la grogne sociale, de la manifestation, de la grève illimitée annoncée pour le 5 décembre. Et après, il y a un mouvement qui est né la semaine dernière. C'est un mouvement qui a débuté dans les universités après qu'un étudiant se soit immolé par le feu à Lyon. Est-ce qu'il faut redouter, est-ce que vous redoutez, vous êtes porte-parole du gouvernement, un embrasement dans les universités? Je voudrais d'abord redire encore une fois à la fois à cet étudiant, à son entourage, à sa famille, à quel point je ne peux qu'imaginer leur douleur, à quel point je compatis au drame terrible auquel ils font face aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire parce que des actes de cette nature, qui sont des actes très tragiques, il faut aussi y voir la dimension humaine de désespoir qui a pu les motiver. Après, sur la situation du monde étudiant. Depuis le début du quinquennat, il y a un certain nombre d'efforts considérables qui ont été réalisés sur l'augmentation des bourses, sur la suppression de la cotisation à la sécurité sociale pour les étudiants, sur la construction de logements étudiants. Ces efforts, je crois qu'ils ont amélioré le niveau de vie des étudiants depuis maintenant 2 ans et demi. Évidemment, on doit se poser la question de manière générale, au-delà du sujet de la précarité étudiante, de la manière dont on accompagne les étudiants dans leur réussite. Il y a aujourd'hui des réflexions sur le revenu universel d'activité qui sont menées notamment par Gabriel Attal et Christelle Dubos, les secrétaires d'État en charge de ce sujet. On y associe les organisations syndicales étudiantes et il faudra voir comment, à l'occasion de la création de ce revenu universel, on pourra contribuer à améliorer la condition des étudiants. Ça veut dire un salaire étudiant ? Écoutez, moi, je considère pas que les étudiants doivent être rémunérés. C'est une vieille revendication des syndicats étudiants. Moi, je pense que quand on est étudiant, on n'est pas encore un salarié. Donc, on doit être accompagné pour mettre toutes les meilleures chances de son côté. Je suis pas favorable à l'idée d'un salaire étudiant, mais je suis favorable à ce que toutes les conditions, y compris financières, soient mises sur la table pour que les étudiants réussissent. Alors, vous dites beaucoup de choses ont été faites depuis 2 ans et demi, donc sur les logements, sur les bourses. Est-ce que ça veut dire que plus rien ne sera proposé en matière? Est-ce que par exemple, il y aura comme pour les hôpitaux un plan étudiant ou pas? Alors, il n'y a pas de plan étudiant qui soit à l'étude. Je vous donnais comme perspective celle du revenu universel d'activité, qui aura vocation justement à reposer à plat le sujet de l'aide aux étudiants et à poser la question du fait que les jeunes rentrent ou pas dans ce dispositif-là. Et donc, la réflexion est en cours. En fonction des revenus des parents, je suppose? Évidemment, les revenus des parents doivent être pris en compte parce que les parents contribuent à l'éducation de leurs enfants naturellement. Et donc ça sera pour quand ça ? Quand ils le peuvent. Écoutez, les concertations, elles auront lieu au cours de l'année 2020 et donc je pense à la fin de l'année 2020. Pour la rentrée 2021 peut-être ? On verra. Alors, autre dossier qui nous renvoie au mois de décembre, eh bien c'est les transports publics. La plupart des syndicats appellent donc à une grève illimitée à la SNCF et à la RATP à partir du 5 décembre pour dénoncer ce dont vous avez parlé à l'instant, la réforme des retraites. Est-ce que vous attendez un mouvement dur, c'est-à-dire à une grève qui pourrait durer jusqu'à Noël ? Écoutez, moi, il m'appartient pas de tirer des plans sur la comète. Je crois que le Premier ministre vous en a parlé. Globalement, vous savez, je raconte pas sur toutes les ondes radio tout ce que le Premier ministre me dit. Non, mais est-ce qu'au gouvernement, on s'attend à une grève dure et éventuellement une paralysie du pays ? Aujourd'hui, c'est pas au gouvernement de s'attendre à quoi que ce soit. C'est au gouvernement d'anticiper. Quand les syndicats appellent à une grève reconductible, de toute évidence, en français, ça veut dire qu'il y a une grève qui commence le 5 décembre et qui peut être reconduite plusieurs jours d'affilée. Donc ça, c'est un fait, j'allais dire, objectif. Après, est-ce que la volonté du gouvernement est qu'il y ait une grève dure et qu'on soit dans l'opposition entre d'un côté le gouvernement et de l'autre côté les organisations syndicales? Évidemment que non. Nous avons, depuis le début sur la réforme des retraites, le souhait d'un dialogue
approfondie d'une négociation avec les organisations syndicales. Pour ce faire, il faut qu'il y ait des organisations syndicales autour de la table. Il y a certaines organisations qui font... en quelque sorte, qui jouent le jeu de la négociation, et je les salue pour cela. Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, l'UNSA ferroviaire qui vient dans les discussions. Après, quand vous avez des organisations qui vous disent, par principe, je discute pas avec le gouvernement, moi, je sais pas faire pour annoncer. Je sais pas faire pour avancer. Donc, à un moment donné, je le dis très souvent, pour danser le tango, il faut au moins être deux. Et pour danser le tango, on a vu, il faut au moins deux. On a vu ce qui s'est passé en 95. Est-ce que décembre 2019 peut ressembler à décembre 95. Moi, je le souhaite pas du tout. Il n'y a pas eu de tango entre le gouvernement et les syndicats. Je le souhaite pas du tout. D'abord parce que on n'est pas du tout dans la même chose. On n'est pas là pour faire une réforme qui est de paramètres pour changer telle ou telle donnée. On n'est pas là dans une réforme qui, entre guillemets, ne s'attaquerait qu'aux régimes spéciaux. On veut refonder en profondeur un système qui aujourd'hui est injuste. Moi, pardon, mais je sais pas expliquer à un conducteur de tramway à Bordeaux ou à Toulouse ou Dieu seul sait où dans une ville française, je sais pas lui expliquer pourquoi il part pas à la même date et dans les mêmes conditions qu'un conducteur de tramway ou de bus de la RATP. Parce qu'on précise les choses, hein. Un tramway de bus ou de métro ou un conducteur de train à la RATP ou le SNCF, le passage à la retraite, c'est entre 52 et 57 ans. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, pour les autres villes. Et donc, moi, je sais pas l'expliquer. Donc, c'est bien qu'il y a des injustices dans le système. Je sais pas expliquer pourquoi est-ce qu'une femme qui a une grossesse quand elle est salariée du secteur public, elle a pas le même nombre de trimestres de compensation que dans le secteur privé. Il y a des injustices niveler par le haut, par le bas. Ça va être ça, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que cette réforme, elle vient en aide à ceux qui ont le plus de difficultés dans le système. Donc, en particulier, aux femmes, celles qui ont des carrières incomplètes, celles qui ont des carrières heurtées, celles qui sont à temps partiel et qui ont les plus bas salaires. Moi, mon objectif, c'est un objectif de justice sociale. Et alors, il y a aussi les enseignants qui vont se joindre à ce mouvement. Je pense qu'il faut vraiment serrer les problèmes. Ça sert à rien avec une d'essayer grève de qui est appelée dans ça sert à rien de faire des amalgames de tout. Ouais. La réforme des retraites, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, pour être plus juste, pour être plus transparente, si on l'applique telle qu'elle aux enseignants qui ont un système de rémunération particulier avec la prise en compte ou non des primes dans le calcul de leur retraite, le fait que on se base sur le salaire de leurs 6 derniers mois et non pas sur toute leur carrière pour déterminer leur niveau de pension. Comme dans toute la fonction publique. Comme dans toute la fonction publique. Si on leur applique tel quel le système nouveau que nous sommes en train de travailler, évidemment, ils y perdent. C'est la raison pour laquelle, en parallèle de la discussion sur les retraites, nous avons une discussion avec les syndicats enseignants pour repenser leur carrière. Éventuellement, ça veut dire quoi, précisément ? Oui. Ça peut être des revalorisations de salaire, ça peut être aussi une structure de salaire qui est différente dans la balance prime. Et puis il y a la question du calcul du point. Il y a la question du calcul du point, évidemment. Donc ces discussions-là, elles se font en parallèle de la discussion sur les retraites, elles y sont intimement liées. Donc ne mélangeons pas tout. Nous sommes conscients que l'application telle quelle du système serait trop défavorable aux enseignants et c'est la raison pour laquelle nous menons avec eux des discussions. Alors on se demande aussi si dans un tel contexte de bouillonnement social, le gouvernement, et donc à l'approche du 5 décembre, le gouvernement ne va pas être contraint à céder sur la réforme des retraites. Et céder, c'est peut-être accepter la clause du grand-père, c'est-à-dire différer la réforme des retraites pour ne l'appliquer qu'aux seuls entrants sur le marché du travail, ce qui renverrait son entrée en vigueur à 2060 environ. 2060, hein, on est en 2019. Est-ce que c'est une hypothèse crédible ? Aujourd'hui, nous sommes dans un moment de discussion. On nous a suffisamment reproché par le passé de ne pas assez discuter pour que je trouve assez cocasse qu'aujourd'hui, quand nous prenons le temps de la discussion et de la négociation, on nous dit c'est trop flou et ça ne va pas assez vite. Dans ce temps de la négociation, toutes les hypothèses sont sur la table et sont examinées. Y compris la mise en œuvre de la réforme en 2060 ? Mais bien sûr, mais pardon, c'est pas un scoop que je vous livre là, parce que je me souviens d'un discours du Premier ministre devant le CESE qui disait exactement cela. Nous aurons des périodes de transition, tout est sur la table pour organiser ces transitions, et donc, nous avons en ce moment même ces discussions. Donc, je ne vais pas préempter l'issue d'une discussion, d'une négociation avec des syndicats, y compris avec des transitions
propositions qui peuvent être différenciées suivant les métiers, suivant les catégories suivant la professionnelles. pénibilité, hein. Alors, la pénibilité, c'est encore un sujet différent. Mais si je prends par exemple le sujet des professions libérales, qui aujourd'hui ont un taux de cotisation qui est pas le même pour le système de retraite que d'autres catégories professionnelles. Il faut qu'il y ait une convergence, il faut regarder la soutenabilité de cette convergence-là, et donc d'une augmentation progressive de leur taux de cotisation. Mais ça, c'est des discussions qu'on a maintenant, et je vais pas préempter le résultat de ces négociations-là, alors qu'elles ont lieu en ce moment. Ce serait sinon insulter le dialogue Et social. est-ce que le résultat de ces négociations sera connu avant le 5 décembre ? Évidemment, je ne crois pas. Peut-être qu'on aura suffisamment avancé pour certaines catégories socio-professionnelles, mais je n'en suis pas du tout certaine. On a fixé un objectif qui était d'avoir un projet de loi cadre. Le haut-commissaire en charge des retraites, Jean-Paul Delevoye, a eu l'occasion de le dire à l'été 2020 pour que ce projet de loi soit voté. Donc voilà, on a du temps devant nous pour faire les choses correctement et prendre du temps pour la négociation. Alors, dans ce contexte, on a un peu évoqué ça il y a quelques minutes, de multiplication des secteurs touchés par la grogne sociale, est-ce que vous redoutez donc une coagulation des mécontentements sectoriels, une convergence des luttes d'ici au 5 décembre, et donc le blocage du pays ? Je vois bien que pour un certain nombre de personnes, c'est en quelque sorte la martingale. Et donc, ça veut dire quoi, la martingale ? Ça veut dire le meilleur moyen de contribuer à alimenter le désordre dans notre pays. Donc moi, je crois pas que ce soit un but en soi. Il convient de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui souffrent, quelles réponses peuvent leur être apportées, parce que il y a des origines différentes. Aujourd'hui, si je prends par exemple une catégorie dont on n'a pas parlé dans cette émission, les agriculteurs qui ont beaucoup de souffrance à cause de l'agribashing aussi, mais de toutes les transitions auxquelles ils doivent faire face. Leur sujet immédiat, c'est pas la réforme des retraites, parce qu'eux, ils sont plutôt favorisés dans une réforme des retraites, parce qu'aujourd'hui, ils ont un régime qui, tout seul, est déficitaire. C'est d'avoir une retraite décente. C'est d'avoir une retraite décente. Et on apporte une réponse en augmentant ce qu'on appelle le minimum contributif, qui permet de déterminer la retraite minimum que vous pouvez avoir. Coagulation ou pas des mécontentements. Moi, je vous le dis, les agriculteurs, leurs revendications, elles ne portent pas sur les retraites. Est-ce que les agriculteurs vont donc, entre guillemets, coaguler avec des gens dont la préoccupation de manifestation, ce sont les retraites ? Je ne le crois pas. Et les gens dont vous parlez, c'est qui ? C'est les syndicalistes ou c'est la France Insoumise, par exemple ? Écoutez, moi, je déteste désigner un tel ou un tel. Je dis simplement que je constate qu'il y a, depuis un certain nombre de mois dans notre pays, et j'allais dire, c'est en quelque sorte presque une habitude, parce qu'on nous promet que chaque rentrée chaque rentrée sera chaude socialement, et on nous dit tout le temps il va y avoir une convergence des luttes. Moi, je dis simplement que ce qui fonde la souffrance d'un certain nombre de catégories professionnelles que l'on peut entendre, ce ne sont pas les mêmes sujets. Donc il faut sérier les sujets, il faut apporter des réponses, il faut entendre ce qui ne va pas et apporter les réponses qui correspondent. Alors, dans l'actualité, on quitte le domaine des retraites, la réforme des retraites. Il y a une autre séquence, une séquence plus politique ou plus parlementaire, donc la séquence huile de palme à l'Assemblée, où en 24 heures, les députés ont fait demi-tour sur un amendement prévoyant le report à 2026 de l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants. Est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement ait dû céder, parce qu'il a cédé à sa majorité, a priori, à la tendance, en tout cas écolo de sa majorité, contre les intérêts d'une société comme Total ? Moi, je crois pas du tout qu'on est dans un moment, en tout cas que l'incident que vous décrivez soit un incident dans lequel les uns auraient cédé aux autres. Vous n'avez pas mangé votre chapeau ? Au fond, mais la majorité parlementaire est la majorité parlementaire, et à ce titre, elle vote. Elle peut être en accord parfait avec le gouvernement, ou elle peut exprimer des nuances par rapport aux objectifs du gouvernement. L'important est que, au fond, ce qui nous préoccupe, c'est de faire en sorte qu'on déforeste moins dans le monde. Pour cela, il faut moins utiliser d'huile de palme. La question qui se pose, c'est comment est-ce que nous, on contraint notre industrie à être moins dépendante de l'huile de palme, tout en lui laissant le temps de s'organiser pour ce faire. Le gouvernement considérait qu'il n'était pas porteur de l'amendement de départ. Nous, qu'il a approuvé, nous l'avons approuvé, mais je veux juste ne pas laisser s'installer l'idée que nous aurions fait quelque chose en catimini. Donc,
il y a un amendement parlementaire, de parlementaires qui sont des parlementaires qui ont des préoccupations dans leur circonscription sur ce sujet-là. Je pense des parlementaires du Sud-Est, en l'occurrence, qui ont des préoccupations sur ce sujet-là, qui posent un amendement pour permettre une transition plus longue. Le gouvernement y est favorable, apporte un avis favorable. Et ensuite, il a dû manger son chapeau. L'amendement est voté dans des circonstances, vous savez, il y a des fois où il est tard à l'Assemblée nationale, on vote des batteries d'amendements. Il n'y a pas de débat. Le Premier ministre a souhaité que sur un sujet aussi important en matière d'écologie, qu'il y ait un vrai débat. Et en sachant que nous prenions peut-être le risque de ne pas être favorablement suivis par la majorité. Mais moi, je crois que c'est de la responsabilité du Premier ministre que de s'assurer en tout temps et en tout lieu qu'on a un bon débat démocratique. Alors, vous parlez de débat dans 4 mois des municipales, donc le débat politique des municipales, avec un point d'orgue ou un point de crispation, ce qui se passe à Paris, et puis cette rivalité donc entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Est-ce qu'il y a un espace à Paris pour 2 candidats issus d'En Marche ? De toute évidence, c'est plus difficile de battre Anne Hidalgo si vous avez 2 candidats dont l'offre politique est proche. C'est la défaite assurée ? Moi, je ne sais pas si c'est la défaite assurée parce qu'on est trop loin de l'échéance pour pouvoir vous le dire. C'est évidemment plus difficile. C'est un peu comme si vous vous mettiez des boulets aux pieds pour pouvoir avancer. Je crois que à Paris, les Parisiens ont une très forte envie d'alternance. On a un sondage récent qui a montré qu'il y avait quand même une envie de changement qui est très très forte. Donc ça, on précise les choses. Sondage sur 3942 personnes, je crois. Exactement. Donc, Opinionway, commandé par Benjamin Griveaux. Bien sûr, c'est pas parce qu'il a été commandé par quelqu'un que ses résultats aussi ont été commandés par la personne en question. Donc on a un sondage qui est extrêmement... Je dis 3942, c'est peut-être aux alentours de 3000, j'ai pas le chiffre exactement. Peu importe, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un sondage qui est extrêmement solide méthodologiquement parlant, et quelle que soit la personne au fond qui l'a commandé, il existe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il révèle un souhait très profond d'alternance et de changement des Parisiens. La troisième chose, c'est de savoir qui est capable de porter cette alternance. La République en marche... C'est pas Cédric Villani. La République en marche a fait un choix qui était très clair. Ce choix, c'était celui de Benjamin Griveaux. Quand je regarde sa campagne, la manière dont il s'adresse aux Parisiens quartier par quartier, le fait qu'il ait des réponses à leurs préoccupations du quotidien, le fait qu'il se place du côté des classes moyennes, qui au fond est l'ADN du mouvement En Marche, pour moi, c'est la démonstration de quelqu'un qui a bien compris ce qu'était l'envie des Parisiens. Évidemment qu'il y ait une candidature dissidente, c'est malheureux. Moi, je souhaite qu'il y ait du rassemblement et j'espère très profondément que ce rassemblement va pouvoir se faire avant les élections. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites à Cédric Villani, il faut arrêter ta campagne, il faut abandonner. Mais je l'ai dit dès le départ. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui vous dites il faut... Ça y est, Moi, ou alors est-ce que vous dites à Emmanuel Macron, il faut le débrancher ? Bon, écoutez, moi je vais pas demander au président de la République de résoudre tous les problèmes de la France quand il s'agit de savoir si tel ou tel doit être candidat. Ça n'est pas son sujet de préoccupation du quotidien. Il en a bien d'autres pour notre pays. Moi, je crois qu'il faut que chacun soit responsable. Et en l'occurrence, dès le début, j'ai considéré qu'il n'était pas responsable que nous ayons un candidat dissident à Paris. Je le dis et je le redis, je respecte très profondément Cédric Villani, je respecte beaucoup ce qu'il incarne et je crois qu'il aurait tout intérêt pour les Parisiens à l'incarner aux côtés de Benjamin Griveaux sur une même liste. Autre question sur les municipales, c'est le débat aussi de ces derniers jours. Est-ce qu'il faut interdire les listes communautaires ou communautaristes aux municipales ? Je crois qu'on a aujourd'hui un cadre juridique qui est relativement clair et qu'il faut faire respecter. On doit avoir une bataille politique contre les listes communautaristes. Il faut pas non plus en faire tout un plat parce qu'il faut bien regarder qu'on parle d'un très faible nombre de listes à l'échelle de très 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 peu de villes en France. Je crois que ça concerne peut-être moins d'une dizaine de villes, j'ai pas de chiffre exact en tête, mais on est dans un phénomène minoritaire, mais qui est symbolique. Donc c'est important que la parole publique et politique condamne les listes communautaires. Mais je voudrais pas non plus qu'on bascule dans l'excès inverse. Parce que demain, je veux bien qu'on explique que des mouvements politiques ancrés de très longue date en France ne puissent plus présenter de liste aux élections municipales. Ça n'est pas notre souhait, évidemment. J'ai oublié de vous poser une question sur les municipales et sur Paris. Est-ce que vous avez envie d'être candidate à ces élections municipales ? Alors, je prévois pas d'être candidate à ces élections municipales, mais je prévois de soutenir tous ceux qui en exprimeront le désir, évidemment, sur l'ensemble du territoire. Alors, une semaine après, quelles leçons vous tirez ? C'est un autre sujet de la manifestation dite contre l'islamophobie, dont les initiateurs avaient dénoncé pêle-mêle, je les cite, les lois liberticides contre les musulmans ou aussi un racisme d'État.
Moi, je suis toujours du côté de ceux qui luttent contre le racisme sous toutes ses formes, contre l'antisémitisme. Je suis évidemment du côté de nos concitoyens musulmans qui se sentent, à juste titre, stigmatisés par les débats nauséabonds qui ont pu avoir lieu autour, pêle-mêle, des questions migratoires et de la question du voile, évidemment. Ouais. Mais je peux pas cautionner une manifestation dans laquelle on dit qu'en France, il y a un racisme d'État, parce que c'est pas vrai. En France, il n'y a pas de racisme d'État. En France, je ne sais pas quelles pourraient être les lois liberticides à l'égard de nos compatriotes musulmans, parce que je n'en connais pas une seule. Vous, est-ce que vous avez été victime de racisme depuis que vous faites de la politique? Ah oui, bien sûr, mais même pas que depuis que je fais de la politique. J'ai été victime de propos, ou oui, essentiellement de propos racistes depuis que je vis en France. Et ça venait pas de l'État? Et ça ne venait évidemment pas de l'État, mais d'individus. Malheureusement. La manifestation du 10 novembre, on a entendu des cris « Allah Akbar » scandés par Marwan Mohamed, l'initiateur de la manifestation, ou alors on avait aussi cette étoile jaune portée par une fillette et d'autres aussi manifestants. Moi, je distingue deux choses. Crier « Allahu Akbar », je vois pas en quoi c'est un problème en soi. Voilà, il faut justement, ça c'est exactement le type de débat et de propos qui conduisent à ce qu'il y ait de la stigmatisation de nos compatriotes musulmans. Allahu Akbar. Parce qu'Allahu Akbar, ça symbolise aussi le cri de guerre des terroristes. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas, justement, il y a une confiscation par les extrémistes islamistes d'un certain nombre de termes, de cette religion même tout entière qui conduit à ce qu'elle soit à ce point stigmatisée. Et ça, je lutte pied à pied contre ça. Sur ce sujet du symbole de l'étoile jaune, c'est évidemment malheureux parce que même si on précise les choses, si c'était une étoile, un peu symbole stylisée, de l'islam, différemment, etc. Mais attendez, il faut quand même savoir raison garder. En France et en Europe, on a connu le drame de la Shoah. Donc l'étoile jaune, stylisée, mélangée à un croissant ou quoi que ce soit, ça a une signification historique qu'on porte douloureusement aujourd'hui encore dans notre chair. Ça veut dire quelque Donc part, on ne l'instrumentalise pas. Ça veut dire quelque part, on prépare pour les musulmans des déportations massives, des exterminations, comme ça a été le cas sous Pétain pour les Juifs. Ça participe de la même logique quand vous dites qu'il y a un racisme d'État et des lois liberticides à l'égard de nos compatriotes musulmans et que vous faites une comparaison inqualifiable avec la Shoah. Évidemment que ça participe du même état d'esprit, mais je pense qu'il faut savoir raison garder. Oui, on a des compatriotes musulmans qui sont stigmatisés en France. Oui, quand vous vous appelez Mohamed, vous avez 5 fois moins de chances sur votre CV d'être retenu dans un entretien d'embauche. Ou d'obtenir un appartement. Ou d'obtenir un appartement. C'est une réalité. Et donc évidemment qu'il faut qu'on lutte contre cette réalité et qu'on apporte tout notre soutien à nos compatriotes musulmans. Mais dans le même temps, pardon, quand on a des actes de communautarisme, quand on a des gens qui prônent le repli sur soi, la sortie de la République et qui disent la loi de la charia, elle est mieux que la loi de la République, c'est inacceptable et on le combat résolument. Alors dans l'actualité Sibeth Ndiaye, il y a aussi cette polémique et les appels au boycott du film J'accuse de Roman Polanski du fait des accusations de viol contre lui pour des faits qui remonteraient, selon son accusatrice, à 44 ans. Je sais qu'on vous a déjà posé la question, mais je vous la repose. Est-ce que vous allez aller voir ce film? Non, j'irai pas le voir. Pourquoi? Parce que je considère que c'est un avis qui est sans doute personnel. Mais moi, je peux vous dire que je suis allé voir le film. C'est un film bouleversant. C'est un grand film et c'est un bon film. Moi, je ne remets pas en cause le talent de Roman Polanski. Absolument pas. En revanche, ce que je remets en cause, c'est le fait que c'est une personnalité qui fait l'objet de nombreuses accusations et que je suis gênée vis-à-vis de ces accusations-là. C'est aussi une personnalité qui, par ailleurs, pour les faits qui sont les faits qui le concernent aux États-Unis, a reconnu qu'il avait une relation sexuelle illégale avec une mineure. Ça, ce sont des choses qui me dérangent très profondément. Donc, à titre personnel, j'irai pas voir son film. Et je n'appellerai jamais au boycott. Parce que je pense qu'il faut rester dans un état de droit et dans un état de raison. Alors justement, et un état de droit, quand vous n'êtes pas condamné par la justice, vous n'êtes pas condamné par la justice. Dans son film, et pour l'avoir vu, je peux vous le dire, Roman Polanski met en cause, à travers ses personnages, le rôle des tribunaux militaires. Donc les tribunaux militaires qui avaient condamné une fois puis deux Alfred Dreyfus. Donc le rôle donc des tribunaux militaires, de la justice militaire contre Alfred Dreyfus. Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est pour revenir à ce que vous venez de dire, ce ne sont pas les tribunaux médiatiques, la justice médiatique et les réseaux sociaux qui remplacent les tribunaux et la justice militaire d'antan? Je pense que c'est trop facile d'établir un parallèle de cette nature. Je pense que c'est important qu'il y ait une libération de la parole pour les femmes. Non, mais je parle du rôle. Aujourd'hui, on assiste plus à une justice médiatique qu'à
une justice de la justice. Nous devons en permanence avoir la vigilance suivante. Nous assurer qu'on ne jette pas en pâture publiquement des personnalités qui n'ont ni enquête, ni condamnation, ni au fond maille à partir avec la justice. Mais nous devons aussi nous assurer dans le même temps que les femmes, quand elles portent plainte, quand elles dénoncent des faits, soient entendues. Et force est de constater que depuis de très longues années, ça a été fait de manière très insuffisante. Donc moi, je pense que les témoignages du passé, quand des femmes racontent des violences sexuelles et physiques qu'elles ont subies, ça permet à des femmes aujourd'hui de libérer leur parole, de faire des choix, de déposer plainte, et je les y encourage très volontairement. Mais pour autant, je pense qu'il faut savoir raison garder. S'il y a des femmes qui ont été victimes de Roman Polanski, qu'elles portent plainte, qu'on les y encourage, qu'on les assure que leur affaire sera examinée avec soin par la justice française. C'est la meilleure chose que nous pouvons faire, et moi je n'appellerai pas au boycott d'un homme uniquement sur la rumeur à son égard. Autre polémique, d'ailleurs consécutive à la polémique Polanski, c'est celle autour des propos, des propos fort stupides, au second degré, d'après mais néanmoins stupides, d'Alain Finkielkraut sur le viol de sa femme tous les soirs, alors qu'il était face à la militante féministe Caroline Dehaas sur LCI. Résultat, le CSA a été saisi au sujet de cette séquence par des téléspectateurs. Une pétition appelant au retrait du philosophe de l'antenne de France Culture a recueilli plus de 5000 signatures. Et 4 députés de France Insoumise ont saisi le procureur de la République de Paris sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale, donc contre Finkielkraut. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Alors, d'abord sur les déclarations de Finkielkraut et sur le reste. D'abord, de manière générale, je pense qu'il faut replacer dans le contexte. Il s'est exprimé dans une émission qui était une émission pour déterminer justement si on pouvait se permettre de tout dire, et en particulier si on pouvait se permettre de rire de tout. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui considèrent qu'il faut avoir une liberté d'expression dans notre pays, et que c'est constitutif de notre démocratie. Et je considère aussi que lorsqu'il y a des paroles qui prêtent à caution ou à interrogation, on a un système judiciaire, et c'est fort heureux que des parlementaires aient saisi sur le fondement de l'article 40 la justice. Vous auriez pu le faire vous-même ? Moi effectivement, j'aurais pu m'interroger, parce que je comprends Aucun bien. ministre ne l'a fait, hein. Je comprends bien en regardant la séquence. De la majorité, oui. Quand je regarde la séquence, je suis extrêmement gênée. Je me dis, qui est ce type qui se permet d'avoir ces paroles-là ? Évidemment, on voit bien à l'écran que c'est du second degré, mais je suis gênée parce que je suis gênée par cette manière d'utiliser le mot viol. Moi, ça me met mal à l'aise. Dès lors que ça me met mal à l'aise, nécessairement, je m'interroge là-dessus. Et donc, ce que je trouve bien, c'est que la justice soit saisie et qu'à partir de là, on puisse objectiver et ne pas uniquement être dans le débat d'idées, fût-il intéressant, fût-il important, mais qu'on puisse objectiver les choses, et cela nous permettra de le faire sans présager de la suite qui sera donnée à cette dénonciation sur le fondement de l'article 40. Des signataires de la pétition pour qu'ils soient, entre guillemets, virés de France Culture ? Écoutez, je pense justement qu'on doit être dans la rationalité. Je pense, honnêtement, à la fois il l'a déclaré, il a eu l'occasion de le dire après, que ses propos n'étaient pas tenus de son point de vue dans une logique d'apologie du viol. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est qu'il a eu, je pense, des propos au moins maladroit, si ce n'est dans le contexte actuel, quand on voit le nombre de femmes qui sont victimes de violences, victimes de viols, voire même qui tombent sous les coups de leur conjoint, c'était honnêtement pas de très bonne aloi que de faire cela, et de faire cela de cette manière-là. Je le regrette très profondément, et il est quelque part l'incarnation d'un monde dans lequel c'était pas si grave. Et aujourd'hui, ce monde-là a changé, il devrait en prendre conscience. Est-ce que pour autant je peux donner la qualification de ces faits-là? Je ne le crois pas. Et comme je ne sais pas, moi, quelle est la qualification juridique de ces faits-là, je me garde bien de dire qu'il faut virer tous les gens qui n'ont pas les propos qui sont exactement en accord avec les Dernière question, justement, c'est lié un peu à tout ça.
qu'est-ce qu'il faut attendre après les déclarations de la ministre de la Justice aujourd'hui dans le JDD du gouvernement en ce qui concerne les féminicides? Eh ben, écoutez, on a lancé un Grenelle des violences à l'initiative de Marlène Schiappa et c'était très heureux. Il a eu lieu en septembre. C'est un mea culpa de la ministre aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais parce que elle est justement, on raisonne de manière objective. Elle a reçu un rapport qui montre des faits, qui montre que en fait, l'institution judiciaire ne prend pas suffisamment bien en compte les faits de féminicide. On a eu un Grenelle des violences le 3 septembre. Avec des premières mesures, il sera clôturé le 25 novembre et à ce moment-là, nous aurons de nouvelles annonces supplémentaires. Merci en tout cas Sibadine Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.